Hello à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter de façon assez brève une histoire de l'école. Pourquoi? Pour nous situer en fait dans, par rapport à cette institution que nous subissons parfois, que nous avons subi peut-être dans notre enfance, ou à laquelle en tout cas nous nous rapportons de façon très, très différente et très diverse selon les cas, et parfois de façon problématique, voire traumatique carrément, ou parfois avec bonheur aussi, bien sûr. En tout cas, c'est quelque chose d'assez sensible et d'assez polémique sur laquelle je travaille actuellement et à laquelle je suis moi-même, et j'ai été dans mon histoire très, 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 très sensible. Donc, cette histoire, justement, ici, n'a pas la prétention d'être vraie. Elle n'a pas de prétention scientifique, mais c'est juste une histoire, un récit, bien sûr fondé sur des études historiques, mais je ne suis pas historien. Euh, c'est un récit qui m'aide, qui me permet de me situer par rapport à ça, à l'école en général. Et vous verrez que ce terme peut vraiment recouvrir plusieurs choses. Donc c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de complexe et d'intéressant quand on prend le temps de l'ouvrir. Donc voilà à quoi vont servir les minutes qui suivent. Alors, euh, on peut se poser la question justement de l'enseignement, de la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et tout d'abord, dans des sociétés traditionnelles de type tribal, sociétés primaires, comme on peut les dire parfois, la transmission se fait de façon à la fois d'un côté assez spontanée et naturelle entre les individus. Les individus qui ont besoin d'un certain savoir-faire, ben, les reçoivent de personnes qui les, euh, qui les connaissent, qui possèdent ces savoir-faire. Et donc, les rencontres se font selon les besoins et par affinité. Euh, à, à l'exception près, peut-être, de savoirs particuliers, plutôt de type spirituel, oui, et donc de type initiatique. Alors, on a l'image des druides qui faisaient 20 ans d'études selon ce que nous en ont rapporté les Romains qui les ont côtoyés, donc qui étaient les druides qui étaient manifestement des personnes importantes dans les sociétés avant l'arrivée de Rome dans nos contrées, et qui avaient un rôle spirituel, qui avaient un rôle juridique aussi. C'était des sages qu'on consultait pour prendre des décisions. Et donc là, le candidat était initié pendant une vingtaine d'années. Alors dans la haute antiquité, on a comme ça beaucoup des cultes à mystère, hein, des écoles qu'on appelle écoles initiatiques, et plutôt de type spirituel ou philosophique. On a ça en Égypte, on a ça en Grèce, enfin, dans toutes les sociétés. Il y a des initiations de type plutôt long à, à des pratiques et des façons de voir plutôt spirituelles. Et donc là, on a un rapport de maître à disciple. Et il s'agit d'une rencontre entre un maître et un disciple. Et le disciple se sent appelé, étant donné ses capacités et ce qu'il attire, se sent appelé vers le maître, et le maître euh, se sent aussi attiré à accueillir ce disciple. Donc on a cette transmission-là. Alors, vont apparaître, il y a quelques milliers d'années, des sociétés plutôt de type pyramidal, des sociétés impériales, des sociétés hiérarchisées, des sociétés avec État, un État centralisé qui va conquérir des territoires
et qui va lever l'impôt sur ces territoires. Donc on aura des gens qui vont se spécialiser dans l'exercice du pouvoir, des princes qui vont se faire assister par des guerriers et qui vont exercer la force violente et qui vont donc dominer les personnes qui produisent de la nourriture, des biens, etc. Ils vont les dominer, ils vont se faire obéir d'eux, ils vont leur dire on vous protège et en échange vous nous nourrissez. Donc l'impôt va arriver, les taxes. Donc cette clique plutôt guerrière va se faire entretenir par la partie de la population qui produit, notamment par l'agriculture, l'élevage, et va créer justement la levée de l'impôt. Et donc avec cette levée de l'impôt, on va créer la monnaie aussi. Et donc on va avoir besoin de toute une administration. L'écriture aussi va arriver pour consigner tout ça, pour tenir une comptabilité de tout cela, et aussi pour promulguer les lois, les décisions. Et donc on va avoir besoin de toute une classe sociale qui sera initiée à ça, à l'administration de cette société et de cette domination. Et donc là, on va avoir besoin d'initier, en effet, des gens à l'écriture. Donc il faudra des gens suffisamment instruits pour pouvoir tenir cette administration, mais suffisamment soumis aussi pour pouvoir la tenir au profit des classes dirigeantes, dominantes. Et donc là, on va avoir les scribes, notamment en Égypte ou dans le Moyen-Orient, qui vont apparaître. Et puis dans ces sociétés impériales vont arriver des sociétés comme les cités de la Grèce ou la cité de Rome, où vont apparaître une forme de démocratie, c'est-à-dire le pouvoir n'est plus tenu par une personne ou quelques personnes, mais par un ensemble de citoyens qui sont en réalité des chefs de clan familiaux, donc des personnes qui ont des moyens, qui ont déjà du pouvoir et qui ont derrière eux des suivants, des servants. Et donc, ces chefs de clan vont se partager le pouvoir, plus ou moins, et ils vont avoir besoin aussi, eux, d'avoir l'instruction suffisante, et leurs enfants aussi, vont avoir besoin d'avoir l'instruction suffisante pour exercer ce pouvoir dans des sociétés où on commence à codifier les lois, on codifie le droit. Le droit est écrit, c'est plus l'arbitraire, le prince qui décide, toi je te coupe la tête, non, c'est si vous faites ça, on vous coupe la tête, c'est écrit et c'est valable pour tout le monde. Donc là, on va créer des écoles pour que les enfants de cette classe dirigeante puissent s'initier à l'écriture, aux mathématiques peut-être, quoique les mathématiques sont encore assez spéculatives, philosophiques à ce moment-là, et à la rhétorique, donc à faire des discours pour convaincre, pour se faire élire. Donc des gens vont s'instituer maîtres et vont avoir la réputation d'avoir une maîtrise pour pouvoir apprendre ça à ces personnes qui veulent avoir le pouvoir, qui veulent se partager le pouvoir. Parallèlement à cela, vous allez avoir des écoles philosophiques qui vont se créer. Donc la pensée va se développer aussi, notamment en Grèce, tout ce qui tourne autour de la Grèce. La pensée plus critique et la pensée spéculative, c'est-à-dire on se pose des questions sur la vie, le sens de la vie, l'univers, etc., va se développer. Et donc des maîtres, des philosophes, des penseurs vont être connus et vont faire école, c'est-à-dire vont rassembler autour d'eux des gens, des disciples aussi, qui se disent tiens, je vais suivre ce philosophe, il m'intéresse et je vais m'initier à sa pensée et développer cette pensée avec lui. Et c'est là qu'on a l'origine du mot école
skolé en grec ancien, qui veut dire en réalité loisir. Donc c'est très paradoxal, mais en se replongeant dans l'époque, on va pouvoir comprendre pourquoi. Donc ce sont des gens, des jeunes, hein, souvent, qui appartiennent à ces clans familiaux aisés, et donc ils ne doivent pas travailler, parce qu'ils ont des esclaves qui travaillent pour eux. Donc eux, ils peuvent participer à la vie publique assez librement, ils ne doivent pas travailler de leurs mains, et donc ils ont du temps, ils ont des loisirs. Et entre les guerres, bien sûr, et le gymnase, hein, qui les occupe beaucoup, ils vont se rassembler par affinité, souvent autour d'un maître, pour se poser des questions sur l'existence, sur la vie, sur l'univers. Et c'est comme ça que vont se créer des écoles philosophiques de Platon, d'Aristote, d'Épicure, de Zénon, qui se réunissent dans un lieu. Et souvent, ces écoles ont été appelées d'après le lieu où ils se réunissaient. Par exemple, Épicure se réunissait dans un jardin. Donc vraiment, l'idée, c'est on se réunit entre amis, entre personnes qui partageons les mêmes intérêts, et on réfléchit ensemble, on se pose des questions ensemble et on essaye d'y répondre. Et voilà, et ça fait école. Et Alexandre le Grand, donc fils du roi Philippe de Macédoine, est inscrit par son père dans une de ces écoles, enfin plutôt Aristote le philosophe est désigné comme précepteur de ce gamin, parce que les princes sentent qu'il est important de s'ouvrir l'esprit à l'époque. Alexandre, comme vous le savez, va conquérir un immense empire en très peu de temps, et dans lequel il va installer des endroits de savoir, où on rassemble le savoir, notamment la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui porte son nom en Égypte, où là il y a un savoir initiatique, spirituel et scientifique aussi, géométrique notamment, très très fort. Et Alexandre, qui est instruit par Aristote, va se dire, là on va créer un centre de savoir, où les gens intéressés et qui ont les moyens, toujours, vont pouvoir venir s'initier à tous ces savoirs des différentes sociétés que Alexandre a rassemblées dans son empire. Donc voilà, donc, dans l'Antiquité, il y a à la fois cet apprentissage des matières qui sont nécessaires pour participer au pouvoir dans la société, participer à la direction de la société, à la caste dominante, et il y a cette ouverture par la philosophie, les sciences, liées un peu aux écoles mystiques, initiatiques, mais qui s'en dégagent par une pensée plus logique, hein, l'invention de la logique, pensée plus critique, et qui s'ouvre, et qui permet à l'esprit aussi de s'ouvrir. Donc il y a les deux, et ça c'est un pur loisir. D'ailleurs en latin, le studium, hein, d'où vient étude, c'est ce qu'on fait par goût, et pas par obligation. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on ressent aujourd'hui. Et donc voilà, et donc Rome, qui est une petite cité, va bâtir un immense empire, va imposer son droit, et va diffuser cette écriture, ce droit, un peu cette culture-là, et donc un peu partout dans l'Empire romain, qui fait tout le tour de la Méditerranée, qui va même assez loin en Orient. Voilà, ce partage de savoir et de l'écriture notamment va se répandre, puis ça va être repris par le christianisme, qui est basé sur un livre, hein, la Bible, les évangiles. Et donc il va avoir besoin d'initier tous les évangélisateurs, les prêtres, et petit à petit les moines qui vont se mettre en place et qui vont créer des lieux où on rassemble des livres. Et on les copie, on copie les livres, on copie cette Bible, et on initie d'autres moines à la lire pour répandre cette parole, cette religion. Et donc là, on a l'empire romain qui s'effondre, on a
le fameux Charlemagne, là, aux alentours de l'an 800, qui est un prince germanique qui veut refaire un empire en Europe, un peu sur le modèle de l'Empire romain, et donc qui se dit, si je veux faire un empire, si je veux le tenir, il me faut une administration. Et donc pour cette administration, il va falloir instruire des administrateurs, des fonctionnaires. Donc il va falloir qu'ils sachent lire, écrire, calculer pour les lois, faire suivre les lois, mes décisions, mon organisation, les impôts, calculer les impôts à lever, etc. Et donc c'est pour ça qu'il va réouvrir l'école. On dit c'est Charlemagne qui a inventé l'école, mais il ne l'a pas inventé. Il a mis en place un système scolaire pour lui permettre d'avoir des administrateurs pour son empire. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est aussi attiré par l'ouverture d'esprit, par la philosophie, et il va s'adjoindre notamment comme conseiller des philosophes. Parce que ce qui se passe à la même époque, il se passe quelque chose de très intéressant en Orient, où l'islam s'est développé depuis 200 ans, et où un prince musulman a décidé de fonder la ville de Bagdad, avec dans cette ville aussi, un peu comme Alexandre, un centre de savoir. Donc, Bagdad est une ville créée de toutes pièces à ce moment-là, et un peu pour montrer le rayonnement et la puissance de ce prince et de l'islam à travers le savoir. Donc il va récupérer là tout le savoir des Grecs, des Indiens, notamment de l'Inde, qui a une longue tradition de savoir à travers les écrits, les livres, les Védas, les Bhagavad Gita, etc. Et tout ça va être rassemblé là, à Bagdad, dans une sorte de préfiguration de l'université. Et donc, Charlemagne, il voit ça, il voit la prospérité de la société musulmane. On a un autre centre avec du savoir, de la philosophie, des sciences très très fort et musulmans en Espagne, en Andalousie, donc dans l'Espagne musulmane à l'époque. Et Charlemagne se dit, moi je veux créer un empire chrétien là au milieu, et si je ne répands pas ce savoir dans ma population, on va rester des barbares qui se tapent dessus, et on va se faire bouffer, quoi. Donc là, on sent encore cette rencontre à la fois savoir-pouvoir, maîtrise de l'écriture, du calcul et des sciences, de la philosophie et domination. Voilà comment petit à petit cette philosophie, ces sciences qui ont été développées pendant des siècles là par la société musulmane, récupérées des Grecs, des Indiens, des Égyptiens, va petit à petit re-rentrer en Europe occidentale. Alors ça c'est le haut Moyen-Âge, et puis le bas Moyen-Âge, il va y avoir l'aventure des croisades, où l'Occident va aller à la rencontre de l'Orient et de tout cela. Il y a les cathédrales qui se bâtissent, il y a les invasions nordiques aussi, donc l'Église qui prend de plus en plus de place. En même temps, il y a les moines d'un côté, et puis il y a le clergé séculier de l'autre, qui s'enrichit très fort. Vous avez les Templiers là-dedans, les Cathares, enfin tout ça. Donc il y a une ébullition, et c'est là que vont être créées aussi les universités, qui sont des centres de savoir qui se créent en dehors du pouvoir direct de l'Église, et qui vont professionnaliser certains savoirs, donc le droit, la médecine, la rhétorique, et donc ils vont créer une sorte d'exclusivité, de monopole, de transmission de ce savoir. Là-dedans va se développer la science. On entre petit à petit dans la modernité, et avec la modernité arrive le protestantisme aussi, donc qui contre le pouvoir de l'Église et du pape, et dont l'idée c'est chacun. J'ai pas besoin de prêtre pour me dire le sens de la Bible, de la parole divine. Chacun doit pouvoir être
lecteurs de la Bible. C'est le développement de l'écriture aussi en même temps, enfin pas de l'écriture, de l'imprimerie, donc il va démocratiser les écrits. Et donc là, on a petit à petit, à travers le capitalisme aussi, la prise du pouvoir de la bourgeoisie marchande, avec l'ouverture au monde, les Amériques, le commerce entre les continents, la conquête du monde par l'Europe. Donc chacun doit pouvoir être autonome dans son rapport à l'écrit, à l'organisation, à l'administration. Donc, petit à petit, les princes guerriers perdent le pouvoir au profit d'une bourgeoisie plutôt commerçante. Et donc, la bourgeoisie commerçante va avoir aussi besoin de ce savoir pour son administration, quoi, pour gagner plus de pognon, pour s'organiser. On va créer des assurances, des banques, dans le nord de l'Italie, la Flandre, tout ça. Donc, tous ceux qui participent à cela, et donc non plus les fils de ces clans dominants, mais les fils de bourgeois vont avoir envie de s'initier à tout ça pour participer à l'exercice du pouvoir. Puis on a les grandes révolutions démocratiques qui vont encore plus asseoir le pouvoir de la bourgeoisie commerçante, la bourgeoisie financière aussi. Et parallèlement à ça, donc dans la suite du capitalisme, de la modernité, donc accumulation de capitaux, et puis industrialisation, ces capitaux vont servir à développer l'industrie. L'industrie au début qui a besoin de petites mains pas instruites pour gratter le charbon, quoi, pour gratter la terre. Petit à petit, avec le développement des technologies, va avoir besoin plutôt d'administrateurs de nouveau. D'un côté d'administrateurs, de comptables, d'ingénieurs, de techniciens, parce que les machines remplacent de plus en plus l'homme. On passe du charbon au pétrole et puis à l'électricité. Donc on a besoin de moins en moins de petites main-d'œuvre non qualifiées. Et donc l'industrie va avoir besoin de gens suffisamment instruits pour pouvoir faire fonctionner cette machine, de même que les services qui tournent autour, et suffisamment soumis que pour obéir au patron, tout simplement, et servir la prospérité de l'État. Mais en même temps, comme le savoir se diffuse, l'esprit s'ouvre en même temps. Et on rentre dans une critique aussi de tout ça, la vie, la philosophie s'ouvre. Et Karl Marx était un bourgeois, était un fils de bourgeois. Et comme il était fils de bourgeois, il était instruit. Et donc il a pu mettre en question la société dans laquelle il vivait, et créer tout ce système de communisme, mais qui était complètement étranger à ce qu'il vivait lui-même, à ce dans quoi il est né. Donc à la fois, de nouveau, on a l'école qui va servir les besoins de la société, les besoins de puissance de la société, et qui en même temps va servir à ouvrir les esprits pour critiquer, enfin, ce qui a comme conséquence de pouvoir critiquer cette société et son fonctionnement. On a toujours les deux. Alors l'école obligatoire, qui va avec l'industrialisation, la société industrielle dans laquelle nous vivons, va permettre de créer cette instruction et cette ouverture dont la société a besoin pour réaliser sa puissance, quoi. Et les États vont investir là-dedans pour augmenter l'instruction, pour augmenter la puissance de l'État. Et avec le prétexte, mais en quelle mesure c'est un prétexte d'ouvrir les esprits? Enfin, ça va permettre l'ascension sociale, ça va permettre l'intégration aussi des nations, parce que donc on a des paysans chacun dans leur coin, et puis au centre de ça, on a une capitale qui veut créer une grande nation, qui parle la même langue, qui suit les mêmes lois, qui utilise les mêmes machines, la même monnaie, etc. Et donc, ces États, nations impérialistes vont utiliser l'instruction aussi pour rassembler tout ça, pour faire nation, pour unifier les nations. En plus, ils créent à cette époque-là des empires coloniaux.
Donc à travers cette instruction aussi, on va intégrer les populations colonisées à ce grand fonctionnement impérial et impérialiste. Alors parallèlement, cette industrie, donc elle a besoin d'administrateurs, de techniciens pour la faire tourner, mais elle a besoin de consommateurs aussi. Et elle produit des objets, des produits de plus en plus raffinés. Et donc il faut que les consommateurs soient suffisamment instruits aussi pour pouvoir les utiliser. Pour utiliser un ordinateur, il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut réfléchir d'une certaine manière. Pour avoir envie d'utiliser un ordinateur, il faut quand même un minimum d'instruction. Donc cette instruction va aussi permettre de créer des consommateurs qui ont des moyens. Donc qui par leur activité gagnent suffisamment d'argent pour avoir suffisamment de moyens et de loisirs. On va créer du temps de loisirs pour pouvoir consommer ce que l'industrie produit. Donc cette instruction fait de nous de bons petits soldats de la société industrielle et aussi de bons petits consommateurs. Mais parallèlement, elle nous ouvre l'esprit et elle nous permet d'avoir les moyens aussi de la critiquer. Voilà un peu le tour d'horizon qui n'est qui est à travers mon point de vue et à travers mon rapport, bien sûr, à l'école. Hein. Et je vous invite à faire votre propre récit à vous. Et mon tour d'horizon qui voit dans cette institution qui en effet est organisée de façon assez militaire, quoi, et assez concentrationnaire, pour formater, en réalité, pour formater les bons petits soldats, mais qui, à cette occasion, et à travers les rencontres humaines que ça peut susciter, peut vraiment être une occasion d'ouverture d'esprit, à condition qu'on ne reste pas prisonnier du premier aspect, et qu'on ne reste pas bloqué là-dedans. Et voilà, on se situe entre ces deux pôles. Pour moi, le côté où on subit ce fonctionnement, hérité du passé, et le pôle où ça peut nous servir, quoi. Si on a capté ça, et si on est connecté à ce que nous voulons, quel est notre propre élan à chacun, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse, si on est connecté à ça, on va pouvoir utiliser ce que nous propose cette institution, à condition de ne pas se laisser dégoûter, enfermer, bloquer par ce fonctionnement. On va pouvoir l'utiliser au profit de ce qui nous anime, de notre élan. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à partager, à envoyer des retours et à formuler vous-même votre propre vision, votre propre positionnement par rapport à ce vieux bazar qu'est l'école. À bientôt.